Alors, nous parlons d'urgence de la transition écologique pour les territoires avec Jean Jouzel. Bonjour. Bonjour Cynthia, bonjour à tous et à toutes. Avec Jean-Yves Collet. Bonjour. Avec Véronique Pouzadou. Bonjour. Avec Céline Sande-Martin et avec Pierre Victoria. Bonjour. Alors, on va s'interroger sur les problématiques concrètes dans les territoires. Pourquoi est-ce qu'il y a une urgence écologique? Comment on peut mettre concrètement en place des solutions sur le terrain, sur les questions de l'aménagement de la ville, de la mobilité, des transports, de la construction, la réhabilitation du bâti. Et je vais d'abord me tourner vers le scientifique de cette table ronde. Jean Jouzel, vous êtes vice-président du groupe scientifique du GIEC, membre de l'Académie des sciences. Vous avez évidemment travaillé beaucoup sur le climat, vous avez reçu de nombreux prix et parmi ces prix, le prix de la médaille d'or du CNRS. Donc je me tourne vers vous pour avoir votre constat sur cette urgence. Oui, alors l'urgence, finalement il y a urgence à ce que nous ne réservons pas aux jeunes d'aujourd'hui un monde auquel ils ne pourront pas s'adapter. C'est ça l'urgence, ça paraît. Or, en fait, le réchauffement climatique, on a le sentiment que c'est ce qu'on vit aujourd'hui, mais ça n'a rien à voir. Il faut bien comprendre. Le réchauffement climatique, si on ne faisait rien, eh bien, ce serait 4 à 5 degrés à la fin du siècle, des régions qui deviendraient quasiment inévitables, et même chez nous, des températures, des records de température qui pourraient dépasser 50 degrés. Moi, j'ai toujours en souvenir, je suis dans ce domaine du climat depuis près de 50 ans. J'ai toujours souvenir qu'on souriait dans les années 90 quand on parlait de température en France qui dépasserait 45 degrés. C'est fait. Hein, donc voilà, et en fait nous sommes actuellement sur, disons, le climat que nous avons aujourd'hui, eh bien c'est celui que nous envisagions il y a une trentaine d'années, aussi bien en termes de rythme de réchauffement qu'en termes de cette perception quand même d'une intensification des événements extrêmes. Donc voilà, donc l'urgence elle est effectivement de préserver notre futur climatique, d'autant plus que si ce réchauffement on le laissait se mettre en place, eh bien, il y aurait beaucoup disons, de conséquences en gros dans tous les problèmes de l'écologie, tous les autres problèmes auxquels on fait face, la perte de biodiversité, la pollution, disons, tous les problèmes de santé, d'environnement, les problèmes de migration seraient exacerbés. Donc l'urgence, elle est là, et en fait, pour y parvenir, pour en gros disons, une action qui n'aura des conséquences que dans la deuxième partie de ce siècle, c'est aujourd'hui qu'il faut agir. C'est cela qui est au cœur du diagnostic des scientifiques. Je ne serai pas trop long, mais rappeler simplement que cette urgence, elle a bien été comprise de nos décideurs politiques, puisque c'est disons, la Convention climat des 92 qui vise à maintenir, à stabiliser le climat, mais ce n'est vraiment disons, que dans l'accord de Paris, alors un peu à Copenhague, mais que dans l'accord de Paris, nous sommes passés à des objectifs chiffrés, auxquels j'adhère. En gros, tout faire pour prendre des mesures pour que le réchauffement climatique n'excède pas 2 degrés à long terme, voire 1,5 degré. Alors par rapport au pré-industriel, c'est-à-dire 2 degrés, c'est 1 degré de plus qu'aujourd'hui. Donc c'est l'idée que si on y arrivait, eh bien, les jeunes d'aujourd'hui, effectivement, pourraient s'y adapter pour l'essentiel. Alors, pas pour tout. Hein. Le niveau de la mer, on prendrait quand même 50 cm, 1 mètre à la fin du siècle prochain. Il faut s'y préparer. Maintenant, c'est inéluctable. Donc, voilà. Et pour cela, eh bien, une fois qu'on a adhéré à cet objectif, on a toutes les raisons de le faire. Les derniers rapports du GIEC rappellent les conséquences aussi bien... je vois M. Collet aussi bien dans l'importance des territoires, disons de l'utilisation des terres, de la reforestation, de la déforestation. Voilà a été souligné dans un précédent rapport du GIEC. Cette semaine, c'était les conséquences sur l'océan, mais aussi dans les régions montagneuses, sur l'élévation du niveau de la mer. Voilà, donc tout cela s'est rappelé. Et donc une fois qu'on a adhéré à cette urgence, eh bien, il faut simplement dire quelques chiffres. Cette urgence, elle est actée en principe dans l'accord de Paris, au niveau des objectifs, malheureusement pas au niveau des engagements. Au niveau des engagements, eh bien, disons les objectifs, 2 degrés, voire 1,5 degré, les engagements de l'accord de Paris, donc c'est sur la prochaine décennie, sur 2020-2030, eh bien ces engagements, alors,
en gros, ne rien faire nous emmènerait vers 4 à 5 degrés. Les engagements de l'accord de Paris actuellement nous emmènent plutôt vers, disons, plus de 3 degrés à la fin du siècle. C'est déjà beaucoup, hein, c'est trop pour les jeunes d'aujourd'hui. Et puis pour maintenir à 2 degrés, il faudrait pratiquement diminuer de 20% d'ici 2030, neutralité carbone dans la deuxième partie de ce siècle, et pour 1,5 degré, et là aussi un rapport du GIEC, disons, adopté il y a à peu près un an, nous dit qu'on aurait tout intérêt à limiter le réchauffement climatique, à ne pas dépasser 1,5 degré par rapport à aujourd'hui, mais là il faudrait diviser par 2 nos émissions de gaz à effet de serre à l'échelle planétaire entre 2020 et 2030. On voit bien la difficulté, et neutralité carbone en 2050. En fait, de façon assez intéressante, c'est ce qui est adopté en France dans la loi, au moins sur la partie énergie, dans la loi énergie, dans la loi maintenant qu'on appelle climat énergie. Eh bien, en fait, nous sommes assignés effectivement comme objectif de neutralité carbone en France. Et j'en terminerai là du point de vue scientifique pour dire qu'effectivement, eh bien, voilà, on est ici sur les territoires, il faut que tout le monde se mobilise, des villes, des territoires, que tout le monde regarde dans la même direction. Voilà, et c'est un peu ça, je crois que nous sommes collectivement pour vous dire cela aujourd'hui. En gros, c'est bien sûr l'action du gouvernement, mais aussi, je crois, l'action de chacun d'entre nous et de tous les secteurs d'activité, bien sûr. Merci beaucoup. Je me tourne désormais vers Pierre Victoria. Vous êtes directeur du développement durable de Veolia. Vous avez aussi été élu au niveau local pendant 12 ans, donc vous connaissez bien ces problématiques. Pour vous aussi, il y a urgence? Écoutez, d'abord, je veux dire que je disais à Jean Jouzel, je suis revenu hier de New York, où j'ai participé un petit peu parti au sommet sur le climat, et puis il y avait une journée spécifique sur les entreprises et les objectifs de développement durable. Et si le terme d'urgence aujourd'hui est débattu, c'est qu'il est particulièrement pertinent et reconnu. Alors tout le monde a entendu les propos de Greta Thunberg et le message qui est porté, c'est une forme d'activisme. Mais le deuxième peut-être propos le plus activiste qu'il y a eu, enfin le plus fort qu'il y a eu à l'occasion de cette semaine, c'était avant-hier celle de Paul Polman, qui est le président de la Chambre de commerce internationale, et qui a eu des propos qui n'avaient rien à envier, je dirais, à Greta, en termes de force de ce qu'il a dit. C'est-à-dire que nous sommes en train de partir dans un mur, et que surtout, l'impression générale, c'est qu'il y a peu de gens à s'occuper des questions du futur et des générations futures, ou du monde de demain. Donc je veux dire, cette question de l'urgence, elle est aujourd'hui partagée par l'ensemble de tous les acteurs. Alors les entreprises dans tout ça, nous sommes nous-mêmes, Veolia, mais comme beaucoup d'autres, engagés aujourd'hui sur une trajectoire de degrés. Nous venons d'être, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui certifié Science-Based Target, ça veut dire en clair qu'on a validé notre stratégie sur le 2 degrés, mais le problème, comme vient de dire Jean Jouzel, c'est que c'est plus le 2 degrés qu'il faut aujourd'hui, c'est le 1,5 degré. Donc aussi, on est aussi dans une course contre la gravité de la situation qui s'accélère, qui devient extrêmement angoissante et inquiétante. Alors les deux points, je pense qu'il faut avoir en mémoire face à cette urgence, c'est peut-être d'abord que le constat de cette urgence peut être aussi une extraordinaire opportunité pour lever tous les freins qui nous empêchent d'avancer. Peut-être qu'on pourra en discuter à l'occasion du débat. Oui. La deuxième chose que je voudrais dire, et pour avoir discuté aussi justement avec les représentants des collectivités locales qui étaient présentes à New York, et le maire de Strasbourg en particulier qui était là, c'est que l'impression générale que l'on a quand même, c'est que sur les territoires, s'inventent aujourd'hui des solutions qui sont extrêmement intéressantes et extrêmement intelligentes. En particulier, la construction, et nous y contribuons, de créer des boucles locales qui permettent de connecter des services qui étaient déconnectés, qui nous permettent, en ce qui nous concerne, nous, eh bien, à partir de l'eau, de faire de l'énergie, à partir des déchets, de faire de l'énergie, de faire en sorte qu'on promeut ensemble collectivement une économie circulaire. Enfin, il y a plein de solutions aujourd'hui qui se construisent, ici d'ailleurs au Havre, comme dans d'autres villes françaises, comme partout dans le monde, peut-être qu'on pourra en reparler tout à l'heure. Les deux mots d'ordre qu'il y avait à New York, et ils sont en anglais, mais je pense qu'ils sont fondamentaux, c'est « to speed up » et « to scale up », c'est-à-dire comment faire pour accélérer les choses et comment faire en sorte que les initiatives territoriales positives qui se construisent avec le soutien des collectivités locales, mais pas que, parce que le territoire, ce n'est pas que les collectivités locales, c'est un écosystème où il y a des utilisateurs de ressources, des consommateurs de ressources, donc il faut revoir la question du territoire, mais comment faire en sorte que ces initiatives positives puissent avoir un déploiement pour qu'on puisse répondre aux défis et aux besoins de cette urgence.
Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Véronique Pouzadou, justement, pour réagir à ce que vient de dire Pierre Victoria. Vous êtes maire de Gannat, vous êtes présidente d'une communauté de communes rurales qui réunit 60 communes. Concrètement, justement, sur ces territoires, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les solutions que vous commencez à mettre en place? Voilà, on aimerait avoir des exemples concrets. Oui, bonjour. Que commence à mettre en place des solutions, je crois qu'on les a mis en place ou on les met en place depuis longtemps. Certes, il y a une urgence, les chiffres sont là, je ne contesterai rien, mais en tout cas, je suis plutôt positive dans la manière dont les territoires s'emparent du sujet depuis de nombreuses années, et surtout qu'aujourd'hui, on a une convergence parce que les différents acteurs privés nous accompagnent et permettent d'avoir une vision sur les solutions. Donc urgence, mais on ne la découvre pas dans nos territoires. Territoire, par exemple, la communauté de communes, c'est 35 000 habitants, c'est 37 habitants au kilomètre carré. Donc on peut se rendre compte que nous, on est le grenier alimentaire, c'est une réalité. On est même un grenier viticole, si vous me permettez la petite chose, vu qu'on a du 5%. Mais aujourd'hui, la question que je me pose, moi, ma problème d'urgence, c'est savoir si mon territoire rural doit être en autonomie totale sur cette transition et cette urgence, ou est-ce qu'on doit être aussi un grenier territorial? Et je crois que c'est la question que nous, élus locaux, avec nos entreprises locales, se posons sur la problématique. Après, sur un territoire, nous, on a fait une étude de vulnérabilité. On sait où sont nos points faibles. Nos points faibles, ils sont certains, c'est dans la gestion de l'eau, parce que grande Limagne, terre agricole. Mais aujourd'hui, dans la solution qu'on apporte, c'est qu'à travers le territoire d'industrie que nous sommes, on a des chefs d'entreprise, de déchetterie, de rejet et autres, qui disent, nous, on utilise de l'eau. Comment on le met dans le monde agricole? Et aujourd'hui, tout le monde est prêt à être autour de la table, à dire cette urgence eau, comment on y va? Donc là, on réfléchit, on est avec l'Université d'Auvergne, on y va. Sur les bonnes pratiques, on est avec entreprise Louis Vuitton, c'est 1000 emplois. Donc c'est des trafics pendulaires dans la campagne, tout le monde fait 30 km. Aujourd'hui, ils sont en capacité de nous dire, voilà nos horaires, voilà où habitent nos gens, quel outil on met à disposition et bien pour que ces trafics pendulaires, on ne soit pas que deux dans la voiture qui consomment, mais comment on peut faire? Parce que nous, la voiture, c'est obligé qu'on l'ait. Donc comment nous, on va s'emparer de tout ça? Ça, c'est des choses que nous menons en place. Après, ce qu'on met en place, c'est ce que j'ai envie de dire, tout le monde met en place, c'est dans les tables rondes, vous allez plus en parler, à l'étage de ma commune de Gannat, c'est 6000 habitants. Ça sera la bonne pratique dans nos cantines scolaires, ça sera la cuve d'eau pluviale qui va permettre d'arroser toutes les fleurs de la commune. C'est des petits gestes. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas forcément de grandes études, c'est des petits gestes au quotidien dans toutes les thématiques, à travers l'amélioration de l'habitat, à travers la voie verte que l'on met en place, qui permettent de tout ça consommer à l'échelle d'un territoire où on est tous citoyens, qui permettent d'avancer. Merci beaucoup. Alors, je me tourne vers Jean-Yves Collet. Concrètement, on va parler, vous êtes président de l'Office national des forêts, donc on va parler des forêts. Vous êtes également élu, donc vous connaissez bien ces sujets. Quelle est votre analyse de la situation? Sur le plan des territoires, je souscris entièrement au fait que les territoires portent en eux-mêmes un certain potentiel d'innovation et d'organisation. Il faut voir aussi que tous les territoires, urbains comme ruraux, sont organisés aujourd'hui en fonction de la décantation du développement économique, des moyens de circulation, des moyens de communication, et que modifier tout cela, puisque le transport et le bâtiment sont des sources de consommation énergétique majeures, ça veut dire juste modifier le mode de vie des gens de telle sorte que le territoire, dans 50 ans ou 60 ans ou 100 ans, sera organisé différemment d'aujourd'hui. Excusez du peu. Donc l'urgence est là, mais l'urgence ne peut pas être l'immédiateté. Et c'est urgent tous les jours, et ce sera urgent tous les jours pendant très longtemps. On ne choisit pas entre le 100 mètres et le marathon, on a 42 km de sprint à faire. Et c'est ça que le forestier que je suis voudrait faire passer comme idée, c'est que la forêt de nos territoires, qui est en partie une solution de captation de carbone, de fourniture de matériaux, d'énergie, elle doit continuer d'être cultivée pour s'adapter parce qu'elle est menacée. L'urgence, on la voit depuis 10 ans arriver avec des pathologies végétales qu'on ne connaissait pas, avec des parasites ou des ravageurs au choix qu'on ne connaissait pas, qui progressent avec l'augmentation des températures, qui viennent perturber des équilibres et des paysages. Et devant cela, nous devons bien entendu agir, même si nous ne savons pas toujours quelle technique employer. Il faut ouvrir les possibilités,
partager avec nos concitoyens. C'est pour ça que la forêt, ce n'est pas la forêt du roi qui fait ce qu'il veut et les manants qui tournent autour, c'est aussi la forêt communale où le conseil municipal, qui est l'entité la plus proche de nos concitoyens, doit donner son point de vue, accepter des orientations, des expérimentations, des échecs aussi, et des succès, et se ressaisir de cette forme de citoyenneté dans l'organisation de notre propre territoire. Nous sommes des ressources pour l'ensemble de la collectivité, nous sommes aussi des consommateurs, et l'organisation de la mutualisation des services rendus est très importante entre la ruralité et l'urbain, elle est très importante entre le forestier et le non-forestier, entre l'agriculture et le bâti, et encore une fois, le seul message que je veux passer, c'est que l'urgence, elle est là, elle nous talonne, elle nous percute, parce que pour un forestier, tout ce qui dure moins de 50 ans, c'est extrêmement rapide. Donc quand on voit des changements sur 5 ou 10 ans, on est bousculé dans notre manière d'accompagner la nature forestière, mais que ce sera une urgence permanente pendant très longtemps. Voilà. Merci beaucoup. Je me tourne vers Céline Saint-Martin. Bonjour, vous êtes directrice régionale Normandie de Banque des Territoires, la groupe de caisse des dépôts. Donc évidemment, la question, c'est comment on finance cette transition. Et je crois que concrètement, vous aussi, sur les actions, vous êtes dans la durée avec un certain nombre de projets à très long terme. Oui, tout à fait. Alors, je crois que cette urgence, d'abord, pour une institution financière comme la nôtre, elle se traduit en chiffres. À l'échelle de l'Europe, aujourd'hui, on sait que dans le domaine du transport plus vert, pour aller dans l'objectif qu'on s'est fixé au plan climatique, on investit en moyenne 80 milliards d'euros aujourd'hui. Il faut qu'on passe à 160 milliards d'euros, x2, d'ici à 2030. Et quand on parle d'eau et de déchets, on investit 48 milliards d'euros aujourd'hui en Europe. Il faut qu'on passe à 148 milliards d'euros, x3. On investit, je sortirai un dernier chiffre et j'arrêterai là, sur nos énergies renouvelables. On a là aussi besoin de doubler quasiment nos efforts. Donc on a besoin de tout le monde. Vous aviez raison de dire, c'est une question qui engage les collectivités locales, vous en êtes des bons témoignages, qui engage les entreprises et qui engage les ménages. Donc les moyens financiers et la mobilisation au service de cette urgence de la Banque des Territoires, elle s'adresse à tous ces publics-là en réalité, à travers des outils financiers alors, qui répondent aussi à l'urgence, parce que je crois qu'on n'a jamais autant inventé d'outils financiers au service de la transition écologique que depuis un an, pour être tout à fait honnête, parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait réinventer des choses, qu'il fallait réinventer des modèles et qu'il fallait accepter ensemble de partager des risques, parce que écrire le monde de demain, c'est accepter de se mettre un peu en avant, de partir dans des nouvelles technologies où peut-être qu'un jour on dira mince, on aurait peut-être dû prendre l'autre, mais c'est pas grave, parce que ne rien faire est aujourd'hui condamner notre planète et condamner nos enfants, nos petits-enfants. Donc l'urgence, c'est ça, et les moyens financiers, effectivement, j'en citerai un, on pourra y revenir, j'en citerai un évident. Aujourd'hui, on est au Havre, on travaille activement avec Jean-Baptiste Gastine et les services de l'État et tous les partenaires, et notamment EDF, dans la transition écologique après la fermeture de la centrale à charbon du Havre. Eh bien, c'est l'avenir qu'on est en train d'écrire aujourd'hui et qui se dessinera dans les toutes prochaines semaines. Pierre Victoria, les solutions concrètes que vous mettez en place chez Veolia, vous pouvez nous donner des exemples qu'on comprenne bien ? Je vais rebondir sur l'intervention précédente, c'est que peut-être que dans le fond, le monde de demain, il s'invente ici et avant tout. Et quand je dis ici, comme vous dites, c'est ici, quoi. C'est-à-dire ici au Havre, par exemple. Nous, on est partenaire, effectivement, de la collectivité du Havre sur plusieurs sujets. On travaille sur la zone avec Cedibex, surtout la zone industrielle où on récupère en fait tout ce qui est les déchets industriels dangereux pour en transformer en ressources énergétiques, puisque 50% de ces déchets servent dans le fond à alimenter en électricité et en gaz d'autres, les industriels de la zone. Voilà, c'est un exemple tout simple. Par ailleurs, on a travaillé beaucoup sur un sujet de recherche ici, sur la même zone, en matière de capture et de séquestration du CO2, ce qu'on sait faire aujourd'hui. Notre problème aujourd'hui, c'est qu'il nous faut un partenaire gazier qui nous permettrait de déployer la solution. C'est là qu'on voit la question de l'innovation et aussi au cœur de la problématique. Et pour qu'au-delà de l'innovation, il faut qu'il y ait un certain nombre d'autres choses qui se fait. Et puis on a ici aussi au Havre une entreprise, on travaille une entreprise commune avec Total qui s'appelle Osilub, où on récupère en fait les huiles usagées
pour pouvoir les remettre dans le circuit comme huile neuve. D'ailleurs, si on est partenaire de Total, c'est parce que Total, là aussi, on voit bien, a une image et un truc qui permet de garantir la qualité d'un produit. Ce sont quelquefois des projets pas faciles à financer. Je pense au dernier, par exemple, aux Illumes, où on est effectivement face à des équilibres économiques qui sont complexes. Ce qui repose un autre problème, c'est la question du financement et la mobilisation du financement sur des solutions du type économie circulaire qui nous permettraient effectivement d'avancer. Ce que l'on fait ici, on le fait ailleurs. Moi, nos deux plus grandes... alors, ailleurs, c'est... Cette année, c'est par exemple au Mans, où avec la méthanisation des ordures ménagères, tout un réseau de chaleur d'une partie du Mans est aujourd'hui alimenté. C'est à Arras, où on récupère les eaux usées, des eaux usées, la chaleur des eaux usées pour chauffer la piscine. Ça, c'est extrêmement facile à faire et c'est extrêmement simple. Hein. Donc, on a plein d'exemples. Vous parliez de la relation, je rejoins un peu sur la question du territoire, pour revenir. Je pense que la relation ville et non-ville et rurale est fondamentale dans cette vision qu'on peut avoir. Et pour cela, les solutions que nous, on met en place, en particulier sur tout ce qui est des centrales biomasse, puisque c'est un peu notre spécialité, et un élément clé de la relation avec l'ensemble du territoire. C'est ce qu'on a fait en Roumanie, par exemple. On est passé, il y a 2 ans, du charbon à la paille, et derrière, c'est 270 emplois dans le monde rural qui sont créés parce que c'est eux qui alimentent en paille l'usine. On finalise là un exemple qui est extrêmement important, qui est Braunschweig en Allemagne, qui était une centrale à charbon où on a mis en place un système méthanisation d'ordures ménagères, plus biomasse, plus gaz uniquement sur les pointes. On a un sujet qui est compliqué, et Jean Jouzel le sait, puisqu'on s'était permis de le solliciter son avis. On a une partie des activités, ce n'est pas beaucoup dans notre chiffre d'affaires, c'est 2,8%, mais on a les centrales thermiques des pays de l'Est, qu'actuellement, en particulier en Pologne, en République tchèque et en partie en Allemagne de l'Est. Bon, face à cette situation-là, on a décidé, après des grands débats internes, de ne pas vendre ces activités, parce que les vendre à d'autres, on ne voyait pas très bien en quoi la nature allait s'améliorer. Donc on a mis en place un système de transition sur la durée. Là, effectivement, on est plutôt sur des durées de 10 ou 15 ans, mais qui va nous permettre de passer du central à charbon à d'autres solutions. Et des solutions qui impliquent bien évidemment les pouvoirs publics, mais qui amènent aussi à réfléchir sur l'ensemble des territoires, comment ils s'organisent. La question, en fait, des boucles d'économie circulaire que l'on met en place, c'est que ce n'est pas des solutions techniques. Dans le fond, l'enjeu n'est pas technique et technologique. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Paul Polman de la Chambre de commerce. Il a dit, la question, on n'a pas besoin de doctorants aujourd'hui, on a besoin de volonté. On a aussi besoin de beaucoup de coopération et beaucoup de solidarité. C'est comme ça qu'on avancera, c'est en repensant les territoires dans lesquels nous sommes, mais ça amène à faire beaucoup de travail. Lorsque à Braunschweig, on est parti sur à Rostock en Allemagne, où on fait de la récupération de plastique, des bouteilles de plastique, et on s'est rendu compte qu'il fallait remettre en cause tout un circuit économique pour le faire. C'est-à-dire que la solution technique, elle n'a pas de sens s'il n'y a pas une volonté de coopérer, d'être solidaire, et donc, quelque part, d'être d'accord sur l'enjeu de l'urgence et l'enjeu de la transition et de la transformation. Si on n'est pas d'accord là-dessus, on n'arrivera pas, avec des solutions techniques, quelle que soit leur pertinence et leur qualité, à faire bouger les choses. Véronique Pouzadou, vous partagez cette analyse, la volonté, c'est quelque chose de très important. Est-ce que dans les territoires, vous êtes freinés parfois par un manque de volonté ? Je crois que la volonté, elle est prépondérante à tout. Enfin, on est des femmes et des hommes de courage dans le sens large, parce qu'il faut faire adhérer le plus grand nombre au projet de territoire. Et je pense que la notion de territoire est vraiment importante. Et j'ai envie de dire, même si les objectifs sont communs, je veux dire, les chemins ne sont pas forcément les mêmes. Et au final, c'est bien là où vient la complexité. Les freins, c'est aussi, je vois nous dans nos territoires, c'est la question qu'on se pose, c'est quelle éthique on met. Est-ce que sur l'éthique de l'écologie, on va aller sur une éthique paysagère sacrifiée ? Je le dis comme ça, mais c'est des questions qu'on peut se poser avec l'éolienne. En tout cas, c'est les questions franco de jeu qui sont au cœur de nos conseils communautaires, au cœur de nos conseils municipaux. C'est aussi, on veut bien faire de la transition, on avance, mais en fait, c'est quelle est la capacité des postes ressources. C'est injecter une énergie renouvelable nouvelle, c'est est-ce que le territoire est prêt, et pour le coup, là, je regarde mes collègues de la table, c'est de dire est-ce que les entreprises qui font ces postes ressources peuvent nous permettre de nous équiper. C'est les freins qu'on rencontre. Les freins qu'on rencontre, ils sont aussi dans l'ingénierie.
parce que même s'il n'y a pas de grande technicité, il faut quand même arriver à avoir tout le monde au bon endroit, comment faire. Et puis, alors je poserai la question qui fâche, mais c'est la question de la fiscalité. Aujourd'hui, exemple très concret, je prends la compétence de la GEMAPI qui nous est imposée, j'ai envie de dire, au niveau de la communauté de communes. Je suis en commission finance, tous mes maires, mes 60 maires autour de la table qui ne me doivent rien vu qu'ils ont été élus sur leur nom, me disent mais ma petite chérie, moi j'ai pas de digue chez moi, j'ai pas ci, j'ai pas là, pourquoi j'irais payer pour la digue du copain? Et est-ce que je vais lever une taxe spécifique pour faire ça, alors que c'est dans nos compétences? Donc c'est quand même des débats sur la fiscalité, je pense qu'on y reviendra, qui pour le coup, quel est le courage des élus? Est-ce que c'est qu'aux élus locaux de prendre ce courage-là pour mettre la politique en place? Je pense que la question est complexe. Jean Jouzel, je me tourne vers vous. Est-ce que les solutions scientifiques, techniques, elles sont de plus en plus pressantes, mais est-ce qu'on peut être comme ça freiné par des questions financières? Oui, alors, oui, je vais essayer de réagir sur ces deux points-là en particulier. Jean-Yves Collet, oui, c'est vrai ce que vous dites. L'urgence n'est pas immédiateté. Mais si on veut réussir la transition énergétique, il faudrait que chaque investissement d'aujourd'hui s'inscrive dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est ça l'urgence. On comprend bien que ce n'est pas ne rien faire, mais ce n'est pas le cas. Donc moi je suis en région parisienne, les grands investissements dont on parle, c'est Charles de Gaulle 4 et Europa City. Donc il faut quand même bien comprendre ça. Donc il y a urgence aussi quand même à réfléchir aux investissements que nous faisons aujourd'hui. Donc l'urgence, elle est là. Je suis d'accord qu'après c'est dans la durée. C'est très clair. Alors sur les investissements, oui, effectivement, en fait, bon, je suis avant tout chercheur, mais disons, je m'intéresse aussi à ces domaines d'investissement. Je me tourne vers vous. C'est vrai qu'on sait beaucoup. Il y a quand même un constat qui est celui de la Cour européenne des comptes au départ. Donc, selon lequel, si on veut réussir la transition énergétique, alors je dirais neutralité carbone 2050, aussi bien au niveau européen qu'au niveau français, il faut vraiment en fait investir plus. On parle d'investissements supplémentaires de l'ordre de 2% du PIB dans chacun des pays. C'est vrai aussi, si vous regardez la stratégie nationale bas carbone en France, en gros, il monte 40 milliards en France chaque année. Il faut être, c'est quand même des chiffres qui sont là, qu'il faudra mettre sur la table pour réussir la transition énergétique. Voilà, donc nous, avec Pierre Lahottereau, on a proposé ce pacte finance-climat avec la création d'une banque européenne pour le climat et la biodiversité, d'un fonds européen. Donc voilà, donc ça, ces aspects financement m'intéressent. Je pense qu'il y a quelques mots-clés pour réussir la transition énergétique. Il y a celui d'efficacité énergétique. Pierre est bien au courant dans tous les processus industriels. Donc bien sûr, il faut, disons, faire les mêmes choses ou même mieux avec moins d'énergie. Ça, c'est très bien. Il y a bien sûr celui du mix énergétique, il y a aussi celui de la sobriété. C'est-à-dire que l'efficacité énergétique, c'est faire les mêmes choses avec moins d'énergie. La sobriété, c'est un peu regarder à ce qu'on fait. Et je le redis, il y a aussi celui des investissements pour nous. Et donc, il faut accélérer les investissements. Alors, je ne dirais pas que ce que nous proposons avec Pierre Lahottereau, je ne sais pas si ça va se mettre en place. Je pense qu'une banque va être créée, une banque européenne, ça peut marcher. Pierre est très actif, il est actuellement député européen, donc il essaye de mettre ça en place, mais enfin, en tout cas, de se battre pour cela. Mais le constat est là, et donc il y a d'autres propositions. Mettre en dehors des 3%, ces investissements vraiment dédiés à la lutte contre le réchauffement climatique et plus généralement à la transition écologique, servir de garantie. Voilà, il y avait donc il y a 2 ou 3 jours, une tribune dans Le Monde de Jean-Charles Ourcade et l'un de ses collègues. Donc voilà, mais disons, cette nécessité d'accélérer les investissements sur les 10 prochaines années, elle est quand même bien là. C'est un peu ce que je voulais dire. Alors, ce que peut apporter la science maintenant, bien sûr, moi je crois beaucoup, et je crois beaucoup à l'intérêt des approches technologiques. Alors, je pense qu'il y a à la fois des approches technologiques qui peuvent être utiles, mais des approches sociétales. Quand on parle d'innovation, ce n'est pas simplement de l'innovation technologique, mais on sait tous ici que, disons, chaque progrès qui sera fait dans le stockage d'énergie, prenons, ça va permettre quand même un meilleur développement du renouvelable globalement. Et ça, on sait les limites. Il y a vraiment des verrous technologiques qu'il faut faire sauter. Dans l'efficacité, il y a aussi beaucoup de progrès. Voilà, dans la mobilité, bien sûr. Je ne sais pas, moi, une chose qui m'a marqué sur les territoires, c'est que contrairement à ce que
beaucoup de gens pensent, en fait, l'avenir des territoires, des gens qui font 80 km par jour, c'est probablement l'électrique ou l'hydrogène. Hein. Il ne faut surtout pas rester accroché à cette idée que les territoires, ça veut dire véhicule thermique. Ça, j'y crois pas du tout. Hein. Donc, c'est des choses qui sont marquées chez les gens. Il faut bien se rendre compte de cela. Hein, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, mais aussi dans l'innovation et dans la, je crois, technologique, mais dans l'innovation sociale également. Alors, je me tourne vers vous, Céline Sainte-Martin, pour réagir évidemment sur les questions d'investissement. Je crois que vous financez plein de nouveaux projets sur le très long terme. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns pour qu'on comprenne bien et comment ça se passe concrètement sur le terrain, dans les territoires? Je vais peut-être commencer par être provocatrice, mais pour vous dire les projets qu'on ne finance plus. Vous voyez, pas plus tard qu'hier, j'avais un beau projet, objectivement mes équipes avaient énormément travaillé dessus depuis des mois et des mois avant même que je ne prenne mes fonctions. C'était un beau projet d'immobilier, d'entreprise. Simplement on a dit non, on ne va pas y aller parce qu'il n'est pas exemplaire, il ne va pas au-delà de la réglementation thermique au plan d'efficacité énergétique. Donc non, on a dit non, on a expliqué à nos partenaires et on va travailler, on fera autre chose, mais on fera des projets ambitieux et qui s'inscriront dans la lutte contre le changement climatique. Inversement, hier après-midi, on a passé 2 heures de négociation avec un architecte et un porteur de projet pour un beau projet hôtelier. Simplement, il s'inscrivait alors dans une bonne insertion de son environnement naturel, parce qu'il sera évidemment dans un univers plutôt littoral. Donc, ils avaient bien travaillé sur l'aspect de l'insertion dans le paysagère et dans l'insertion dans le milieu naturel. En revanche, en efficacité énergétique, on était réglementation thermique. On a dit, écoutez, c'est une condition. On veut bien travailler avec vous, mais c'est moins 20% par rapport à la réglementation thermique. Et on est sorti après 2 heures de réunion en disant ok, on va remettre le métier sur l'ouvrage, et on va essayer de trouver des solutions et on va apporter des financements pour que ça passe pour le porteur comme pour nous. En tout cas, ça veut dire ne plus faire certaines choses. Ce qu'il faut faire, évidemment, on travaille dans les énergies renouvelables. On est investisseur, on a mis 60 millions d'euros au large de Dieppe pour les éoliennes offshore. On est investisseur, on a 40% du premier parc photovoltaïque de Normandie à Terre-Neuve dans l'Eure. On travaille évidemment ici au Havre. On est dans des réseaux de chaleur vert. On encourage des projets de réseaux de chaleur vert. Et on essaye d'apporter cette ingénierie, madame, dont vous parliez, à la fois technique avec nos industriels qui nous aident et à la fois financière pour aider à ce que les projets aillent au bout. C'est l'acte 1. C'est l'acte 1 en matière d'énergie renouvelable, mais c'est aussi l'acte 1 en matière d'efficacité énergétique. Prenons les bâtiments publics. On a screené avec Cherbourg 70 000 m² de bâtiments publics pour essayer de voir comment on pourrait essayer de faire en sorte qu'il y ait un peu moins de passoires énergétiques parmi ces 70 000 m². On a fait la même chose sur 23 bâtiments de VIR. Aujourd'hui, on est dans la phase de passage à l'action. Alors, comment on passe à l'action? Les financements, c'est déjà sortir des sentiers battus. On est parti en se disant qu'en France, quand on faisait un prêt, il faut un prêt à 20 ans maximum. Aujourd'hui, sur des actifs qui vont servir aux générations futures, on fait des prêts, par exemple à 30 ans, par exemple à 40 ans, sur des bâtiments publics. Quand on est sur une école et qu'on arrive à refaire une belle école qui répond mieux aux usages de demain et qui en plus est devenue performante et à énergie positive, en mettant tout ce qu'il faut autour, on est fiers d'accompagner ça. Et il n'y a pas de difficulté à le faire avec une partie de financement très long terme comme on les propose. On le fait en étant partenaire, investisseur sur nos fonds propres, aux côtés d'industriels, mais aux côtés aussi des collectivités dans des marchés de partenariat de performance énergétique. Pourquoi? Le passage à l'action, excusez-moi, c'est aussi un enjeu financier. C'est de se dire, j'investis beaucoup aujourd'hui pour passer dans l'autre monde, mais est-ce que demain, on arrivera à retrouver sur nos coûts de fonctionnement futurs des économies qui nous permettront d'amortir ces investissements? C'est basique. Un maire, un élu, c'est quelqu'un qui est obligé de calculer et de livrer une collectivité saine demain. Eh bien, on prend des engagements dans les marchés de performance énergétique. L'engagement, c'est que les coûts de consommation énergétique de demain seront tenus. Et s'il y a un risque à prendre, il n'est pas pour la collectivité. Donc c'est comme ça qu'on travaille. On l'a fait sur les écoles de Paris, on les a fait sur les lycées d'Alsace. On travaille aujourd'hui en Normandie sur l'ensemble de la chaîne scolaire. Je vais donner un autre exemple, Intracting, et je finirai avec un sujet de mobilité. L'Intracting, c'est un outil formidable. Vous parliez de Banque européenne, moi j'ai envie de dire ce qu'on fait avec la Banque européenne d'investissement, où on a construit, Banque des territoires et Banque européenne d'investissement, un outil commun, qui est un outil pour financer
pour encourager les collectivités à aller dans les bus électriques. En fait, on prend en charge l'investissement, le CAPEX, qu'on appelle l'investissement de départ, et on immunise demain la collectivité du coût futur de l'électricité. Parfois, avant de partir dans le bus électrique, on se dit oui, mais est-ce que vraiment le coût de l'électricité ne va pas augmenter demain? Eh bien, on va définir dans un contrat au démarrage avec la collectivité quelle est la trajectoire du coût de l'électricité de demain. Et si jamais l'électricité montait plus haut, eh bien, ça serait l'investisseur financier, le financier que nous sommes, qui le prendra à sa charge. C'est ce que j'appelle le partage des risques et innover. Alors c'est innover, nous, au plan financier, mais c'est aussi aider à innover, c'est le sujet de ma mobilité, au plan technique. Et vous voyez, quand on est partenaire du véhicule autonome dans le projet territoire d'innovation de Rouen Métropole sur la Rouen Mobilité pour tous, ou pour la navette autonome électrique entre Vernon et Giverny, ben évidemment, on met quelques fonds propres, en plus de notre action d'opérateur de l'État, pour essayer de faire qu'on pense et on écrive le monde de demain. Voilà. Jean-Yves Collet. Oui, juste, effectivement, Jean Jouzel rappelait tout à l'heure l'urgence, la constance, l'universalité dans les choix. Cette exigence, parce qu'aujourd'hui, finalement, quand un décideur public ou une entreprise ou un particulier fait un choix, le critère le plus universel qui est employé, c'est celui de l'argent disponible et de la rentabilité à relativement court terme qui l'emporte. On connaît tous des exemples de projets qui auraient été vertueux à long terme, mais qui ont buté sur ce plafond de verre. Donc tout ce que les financements peuvent faire en évoluant vers du plus long terme, finissent par lever un peu ce plafond, et c'est fondamental. Le critère de jugement, il doit quand même intégrer cette performance, mais il faut aussi que le système fiscal en tienne compte, parce que sinon, encore une fois, la capacité à faire aujourd'hui se trouve limitée malgré l'intérêt qu'il y aurait à l'avoir fait demain. Je voudrais vous donner aussi un exemple territorial qui est de réfléchir à l'implantation des habitations. On a dispersé l'habitat en un temps où les moyens de transport étaient très limités et où les gens cultivaient une forme d'autonomie dans des petits villages où finalement... Bon. Et on a déclenché des chaînes logistiques qui permettaient d'apporter à ces petits villages les quelques bricoles qu'ils ne pouvaient pas faire en autonomie. Et puis, le progrès arrivant et l'automobile avec, on a continué de disperser, voire on a redispersé, on a concentré en ville mais dispersé en campagne, et on a créé des chaînes logistiques aberrantes. Moi, me faire livrer dans un hameau du Morvan une pièce que j'ai achetée sur Amazon qui fait 4 cm3 en 48 heures pour 5,70 €, je trouve ça ridicule. Ça n'est pas le vrai prix écologique de mon service. Et si je payais le vrai prix, je pense que j'aurais réparé ma pièce au lieu d'en acheter une nouvelle. La réimplantation de l'habitat dans les centres-villes, ce n'est pas juste pour faire plaisir au maire parce qu'il aurait un joli petit centre-ville historique. C'est aussi que ce mode de vie permet à des gens de vivre sans transport, autre que leurs chaussures, si possible durablement fabriquées et réparées. Et il y a dans la ruralité aussi la nécessité de repenser ce réinvestissement des petits centres, parce que là, vous avez, pour une population vieillissante, un mode de vie qui est beaucoup moins énergivore, beaucoup moins consommateur en transport, et finalement beaucoup plus autonome, pérenne et durable que chacun dans son pavillon à 20 km de distance les uns et les autres pour être tranquille. Ben, au bout d'un moment, la tranquillité, c'est d'avoir des voisins et de concevoir des modalités de consommation plus collectives et plus durables. Donc ça aussi, avec les OPA RU, avec les opérations d'urbanisme, ce sont des choses qu'on peut concevoir, mettre en place et financer, parce que là, justement, on a des outils financiers qui dépassent les 10, 15, 20, 30 ans. On va à 40 ans, on va à 50 ans. Et ça, c'est fondamental. Puis encore une fois, je vois... Mais le numérique est plus utile en ruralité parce qu'il économise plus de transport. On fait du transport de viande en permanence pour faire des réunions. C'est ridicule. Il faut repenser ces systèmes-là. Et le coworking dans le 15e arrondissement, c'est génial à Paris. Mais je peux vous dire qu'à Foissy-les-Vézelay, ce serait beaucoup plus utile. Merci beaucoup. Merci à tous nos invités.